salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est... ça. Alors aujourd'hui, une petite vidéo assez rapide en fait sur la nouvelle série Obi-Wan Kenobi qui vient de sortir il y a vraiment pas si longtemps que ça sur Disney+. Et moi j'ai pas Disney+, mais comme d'habitude je pirate tout ce qui est sur Disney+. J'ai Netflix, j'ai Amazon Prime, mais pas Disney+. Donc pirater c'est un grand mot, je stream en fait sur des sites qui sont pas super légaux. Et j'ai regardé la série au complet. Et tu l'as remarqué dans le titre, pour moi, c'est un instant classique, une série culte, issime à 100%. J'ai adoré cette série télé-là. Et je vais t'expliquer pourquoi, du coup, j'ai adoré cette série-là, Obi-Wan Kenobi. Et moi aussi, je l'ai adoré. Alors, la série Obi-Wan Kenobi, c'est quoi? C'est une série télévisée, d'abord, qui est de 6 épisodes, qui a été réalisée par Deborah Shaw, qui est de 7.1 sur 10 sur IMDb. Ça veut dire quand même que la majorité des gens ont pensé comme moi et ont pas mal apprécié cette série télé-là. Deborah Shaw, donc aussi pour les acteurs, tu retrouveras Ewan McGregor qui reprend le rôle naturellement d'Obi-Wan Kenobi, Hayden Christensen qui reprend le rôle de Anakin Skywalker, mais je te dirais plus Darth Vader ce coup-ci, quelque part si tu connais la mythologie. Donc Darth Vader / Anakin Skywalker. Moses Ingram a un peu été révélée, je te dirais, dans cette série-là. Elle joue une des inquisitrices, l'inquisitrice principale si tu as vu la série télé, la 6e sœur ou quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement, ou la 3e sœur, je me souviens plus. Bref, une des inquisitrices. Quand même aussi à noter du coup sa présence, qui est une très belle présence en termes d'acteur déjà, et évidemment le personnage qui est fabuleusement bien écrit. Il n'y a pas de problème, ça fonctionne très bien avec l'univers des Jedi et l'univers côté Dark Side, Light Side, dans lequel elle est prise dans une sorte de tumulte. C'est royalement bien écrit, religieusement bien écrit, mais n'importe quel adjectif que tu veux. James Earl Jones reprend la voix de Darth Vader. À noter que James Earl Jones n'a pas fait la voix en tant que telle, c'est-à-dire qu'ils ont fait du montage, ils ont repris des bouts de James Earl Jones dans différentes variations qu'il a pu utiliser au niveau des séries télé, je parle des animés naturellement, ou des films, et ils ont reconstitué comme ça la narration qu'ils voulaient avec la voix de James Earl Jones, donc il n'a pas nécessairement participé, je te dirais, à la série télé en tant que telle. John Williams a noté aussi pour la musique de Obi-Wan Kenobi, est sorti de sa retraite, car il était à la retraite. Quand il a vu que la série se faisait, quand il a vu les premiers rushs de la série, il a tellement aimé ça qu'il a dit que non mais ça peut pas être autrement, j'ai une idée et je vais faire le thème musical de Obi-Wan Kenobi. Donc le thème musical d'Obi-Wan Kenobi, si tu te poses la question, c'est John Williams qui l'a fait, c'est pas rien. Donc on voit tout de suite qu'il y a quand même de la qualité en arrière de ça. Deborah Shaw, peut-être petite parenthèse, c'est une réalisatrice qui voit avec Obi-Wan sa première série télé au complet à réaliser quelque part, je te dirais, donc à donner un maximum de puissance à sa créativité. C'est une fille en fait qui évoluait un petit peu comme ça jusqu'à Obi-Wan dans le milieu des séries télé, où elle réalisait un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes, 4 épisodes maximum, je te dirais, par série télé. Donc elle n'était pas nécessairement complètement en arrière de la série au complet, complètement au complet, ce qui est le cas pour Obi-Wan, donc c'est déjà plus sympa pour elle. Petite parenthèse peut-être, si tu te demandes qui c'est, elle avait fait des courts-métrages, elle s'est fait remarquer par Hollywood et elle a percé au travers de son long-métrage en 2010 qui s'appelait The High Cost of Living avec Zach Braff, qui a donc été l'affaire, la chose, le film qui l'a fait connaître en tant que tel, je te dirais, à tout Hollywood, même s'il y avait une maison de production qui lui avait donné sa chance jusque-là. La série est écrite par Hossein Amini. C'est largement inspiré de Dave Filoni, qui est le créateur, si tu ne le sais pas, de Attack of the Clone, de Rebels, des séries animées qui ont commencé, je te dirais, tout l'univers que tu as en arrière de Mandalorian, de Boba Fett, de Ahsoka Tano, qui va être une des prochaines séries dont je vais parler tout à l'heure, de Obi-Wan Kenobi. C'est tout un univers que lui avait créé au travers des animés et qu'on revoit, si tu veux, en live, en production live. Donc si je pense naturellement aux Inquisiteurs dont je viens de parler, on les voit dans Rebels, dans Attack of the Clone, et, et à ce moment-là, ils sont présents
littéralement présent en live action dans Obi-Wan Kenobi. C'est la même chose pour Boba Fett, c'est la même chose pour Mandalorian. Il y a des personnages, dans Mandalorian, il y avait des personnages notamment de Bounty Hunter qu'on voyait dans Rebelle et qui étaient présents en live action dans Mandalorian. Donc ça veut dire quelque part quoi? Ça veut dire qu'en fait, depuis 2016, Dave Filoni est le Creator Development pour Lucasfilm Incorporation. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit doit passer par le consentement de Dave Filoni. Donc, Dave Filoni, finalement, les différents scénaristes, les différents créateurs de toutes les séries télé qui vont découler dans l'univers Star Wars, il y en a une série télé par année qui va sortir à partir de maintenant. Il faut qu'ils aillent chercher dans le catalogue, je te dirais, scénaristique de Dave Filoni, de ces idées-là, de l'univers canonique de Star Wars, évidemment, qui existe déjà, mais principalement les idées de Dave Filoni, et de réengager ça à ce moment-là dans l'écriture de leur scénario. Ça donne une idée pourquoi, si tu veux, Obi-Wan Kenobi, notamment, est une très bonne série, ou Mandalorian, ou Boba Fett, parce que Dave Filoni, lui, puise dans les idées du 4, 5, 6, qui était la première trilogie initiale de Star Wars, pour recréer un univers qui correspond davantage à ce qu'on avait vu dans le 4, 5, 6, donc des histoires qui sont bien écrites, des histoires qui sont pour toute la famille, avec évidemment de la dramatisation qui est reprise notamment dans Obi-Wan Kenobi, la dramatisation du 1, 2, 3, qu'on a repris un petit peu en arrière-plan, mais également cette dramatisation-là est dans cet univers, je te dirais, fantastique, quand même assez comic relief, comme il dit en anglais, donc quand même de temps en temps assez drôle, charismatique au niveau des personnages, tu t'attaches facilement et l'histoire est quand même très linéaire. Donc on continue là-dessus. Alors pour la petite histoire en arrière de Obi-Wan Kenobi devait être à la base un film, mais finalement ça a été mis de côté. Alors ça, c'était un film au départ, un solo, comme ils ont les solos Star Wars Story, ils appellent ça comme ça. Finalement, ça devait être une trilogie sur Obi-Wan Kenobi, et finalement, c'est devenu une série télé. Pourquoi? Parce qu'en fait, Solo Star Wars Story est sorti en 2016 et a été un flop monumental pour la compagnie. Et du coup, ils ont un petit peu eu peur au niveau de la créativité. C'est quand même Ron Howard qui a repris le film Solo Star Wars Story en arrière des frères, je sais plus leur nom exactement, donc je dirais pas de bêtises, qui d'après moi devait être probablement plus abouti et plus drôle, mais là ça a été plus linéaire, ça a été repris, ça a été repatché sur un scénario, un film qui avait déjà été filmé, qui a été déjà tourné, donc ça a donné quelque chose de très moyen, de vraiment pas abouti, c'est vraiment un très mauvais film. Et du coup, ça a plongé un petit peu la compagnie au niveau de la créativité en se disant « Ok, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, ils ont complètement bloqué Obi-Wan Kenobi. Et finalement, vu le succès de Mandalorian, qui est sorti quelques ans après, ils ont dit « Ok, on va le faire en série télé. » Donc, Obi-Wan Kenobi est devenu une série télé. La série télé Obi-Wan se passe en fait exactement 10 ans après l'épisode 3, si tu demandais, et 9 ans avant l'épisode 4. Donc on est réellement au milieu. C'est sûr que c'est un petit peu bizarre quand tu vois ça, parce que tu te dis Ewan McGregor ressemble quand même pas beaucoup à Alec Guinness à 9 ans d'écart, et les cheveux blancs d'un coup, aussi. Mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est que ça reste réaliste, parce que on est donc 9 ans, 10 ans avant, et Ewan McGregor a 51 ans, c'est-à-dire qu'il est à ce moment-là 10 ans plus jeune que Alec Guinness quand il a joué son rôle d'Obi-Wan Kenobi dans Star Wars 4. Donc quelque part, ça reste très réaliste. On pourrait dire ça comme ça. Il y a beaucoup de monde, j'ai vu dans les commentaires, qui n'ont pas apprécié nécessairement la série parce qu'ils disaient que la première partie, il n'y avait pas beaucoup d'action, etc. Mais il faut te dire que réellement, moi, la manière dans laquelle je me situe en tant que spectateur, tu le sais, c'est beaucoup la scénarisation, c'est les scénarios qui m'intéressent, et la réalisation en arrière par rapport à la scénarisation, comment c'est abouti. Évidemment, le jeu des acteurs aussi, qui est important, mais en général, si un scénario est bien écrit et que les acteurs sont quand même potable, on va dire, ça fonctionne bien, l'alchimie marche, fonctionne, ok? Et là, je pense que c'est le cas, c'est-à-dire qu'on a réellement une histoire. Effectivement, ça commence pas dans plein d'actions, mais c'est pas ça qu'on veut voir. Et je pense qu'on est réellement dans le cœur de l'histoire de la fin du 1, 2, 3, c'est-à-dire que au début, quand tu regardes Obi-Wan, tu as réellement un résumé des 3 premiers films, et on se situe en plein là-dedans avec un Obi-Wan Kenobi qui est perdu sur la planète Tatooine, qui a accepté son destin, qui a accepté ses échecs, et qui n'a aucune vision d'avenir en avant de lui, il n'a rien qu'il peut faire.
Il n'y a rien qui l'entrevoit, par rester ici, surveiller Luke de loin et probablement le protéger si jamais quelque chose se passait. Mais on voit que ça fait 10 ans qu'il ne se passe rien. Yoda lui avait dit qu'il rentrerait en communication avec Qui-Gon Jinn, ce qui n'a jamais été le cas. Il y a des espèces de signes comme ça hein, qu'il voit autour. Il pense que c'est son maître qui lui parle à travers ces signes-là, mais il n'en est pas certain. Donc on est réellement dans cet univers-là où on a un personnage qui a accepté un destin tragique dans lequel il reste et il demeure parce qu'il n'y a pas d'autre solution, quoi. Et ça, je trouvais ça vraiment bien fait. Ewan, évidemment, joue prodigieusement bien, mais il jouait déjà bien. Il joue bien, cet acteur-là, de toute façon. Il jouait vraiment bien Obi-Wan Kenobi dans la première trilogie. Donc, c'était quand même... c'est quelque chose que tu retrouves quand tu as vu la première trilogie, ce même univers, cette même ambiance que tu vois à la fin du 3. Tu la retrouves littéralement dans les premiers épisodes d'Obi-Wan Kenobi. Et là, se met en branle quelque part de l'action, avec notamment Leia qui est enfant, etc. Il y a cette dynamique entre les personnages, entre Obi-Wan et Leia qui est très importante, et la dynamique évidemment majeure et magistrale qui est entre Obi-Wan et Darth Vader. On a réellement en fait des thématiques qui ont été prises de problématiques, je te dirais, entre les deux personnages, qui n'ont pas nécessairement été résolus et qui donnent, si tu veux, l'opportunité à Obi-Wan d'aller résoudre et même à Darth Vader d'aller résoudre quelque part, de savoir où est-ce qu'on se situe l'un par rapport à l'autre. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'ai fait les mauvais choix? Et même si j'ai fait les mauvais choix, je vais continuer à les assumer si je pense notamment à Darth Vader. Donc on a une série du coup en 6 épisodes, mais qui est bien construite. On a une narration qui s'en va de manière graduelle. On a un personnage qui retrouve ses talents, qui retrouve sa force, qui retrouve sa dynamique, qui retrouve sa volonté, parce qu'il est donc motivé par ce qu'il doit faire et par ce qu'il doit accomplir. Il se retrouve une raison de vivre, des buts, des objectifs. Et c'est ça qui fait qu'on a réellement une série intéressante. On a un personnage qui était sur le déclin et qui se retrouve littéralement en arc de progression au fur et à mesure des épisodes. Et on veut le voir, quoi. On veut le voir continuer. Et on adore Obi-Wan, parce que Obi-Wan, c'est le personnage, c'est le chevalier blanc, quoi. C'est le personnage extraordinaire, c'est le personnage gentil, c'est le personnage qui est en avant et que tu veux voir absolument vaincre, gagner, réussir. Donc c'est certain que pour moi, c'était très important, surtout après le 1, 2, 3. Si je te donne mon avis par rapport au Star Wars, le meilleur étant pour moi quelque part l'épisode 5. Je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, hein, Empire contre-attaque. C'est l'épisode pour moi favori qui mélange un petit peu tout, hein, c'est-à-dire réellement, je parle des films, hein, qui mélange un petit peu tout, c'est-à-dire le côté dramatique, le côté comique, tout y est de la meilleure manière possible. Les ingrédients fonctionnent les uns avec les autres, avec évidemment la fin, l'apothéose dans l'Empire contre-attaque et la révélation ultime. Donc ça pour moi, c'était le film idéal. Le 1, 2, 3, j'avais pas détesté. À l'époque, le 7, 8, 9 était pas sorti. Hein. Mais c'est sûr que je disais toujours que le 4, 5, 6 était meilleur. Pour moi, le 4, 5, 6 sont toujours meilleurs. L'épisode 1, je le trouve quand même très très bon aussi. Bien que moi, j'aurais dit que Darth Maul aurait dû continuer dans la mythologie, ce qu'ils ont essayé de faire avec Dave Filoni par après, mais bon, peu importe, le malheur était fait déjà à cause de George Lucas. Et il y a toujours cette incohérence qui, moi, me travaille dans le 1, 2, 3, de dire que, voilà, dans le premier, Obi-Wan Kenobi est capable de couper Darth Maul en deux, alors que Darth Maul a le higher ground, hein, comme ils disent en anglais, c'est-à-dire qu'il est plus haut. Mais dans le 3, Anakin Skywalker, lui, est pas capable parce que Obi-Wan a le... Là, ça m'a toujours travaillé, cette histoire d'incohérence entre le 1 et le 3, justement, ça fonctionne pas très bien. C'est assez long aussi, les complots politiques entre le 1 et le 3, et cette espèce de, je te dirais, de torture mentale de Anakin Skywalker au fur et à mesure où on lui donne pas finalement ce à quoi il aurait droit, hein, de devenir un maître Jedi, etc. Je reviendrai pas sur la narration du 1, 2, 3. Donc on retrouve dans Obi-Wan tout cet esprit-là, si tu veux, et on dirait que ça a été réécrit, mais d'une manière plus appropriée que le 1, 2, 3. Il y a moins de faiblesse dans le scénario, surtout dans le 2. Hein. Dans Star Wars 2, c'est quand même assez long, il se passe pas grand-chose, il faut dire ce qui est. Même si j'étais le voir 2 fois au cinéma. Et on retrouve un petit peu cette dynamique-là, tu vois, cet état d'esprit-là que tu avais dans le 1, 2, 3, mais là, mieux écrit, mieux harmonisé. Et on comprend mieux du coup les choses parce que c'est mieux écrit selon mon sens. C'est quand même du coup assez intéressant. Une série clairement à ne pas manquer.
Alors, par rapport à la série télé, du coup, Hayden Christensen, pour se préparer à son rôle, en fait, a regardé... Ewan McGregor et Hayden Christensen ne se sont pas préparés de la même manière. C'est assez intéressant. Hayden Christensen a regardé, en fait, tous les Star Wars, les films Star Wars, il les a tous revus, pour s'imprégner un petit peu de l'univers, et il a binge-watché, comme il dit, l'Attaque des clones et Star Wars Rebels, au complet, pour voir comment Dark Vador évoluait dans les séries animées. Ewan McGregor, lui, a regardé la série Le Mandalorian, saison 1 et 2, au complet, pour se préparer à son rôle. Donc, ils n'ont pas eu la même approche, mais ils ont eu une approche différente, mais par rapport au même univers. Donc, ils se sont réellement inspiré du même univers qui a été créé par Dave Filoni, qui, d'après moi, Dave Filoni et Jon Favreau, hein, pour The Mandalorian et Boba Fett, mais qui, d'après moi, sont des meilleurs créateurs, surtout Dave Filoni, au niveau de l'histoire Star Wars. C'est lui qui aurait dû être là au début. C'est lui qui aurait dû être consulté pour écrire le 7, 8, 9, qui sont, pour moi, devraient être éliminés de la mythologie Star Wars, carrément. C'est incohérent et c'est mauvais, c'est juste pas bon. Rien de bon dans 7, 8, 9. Donc voilà, les inquisiteurs qu'on voit, donc ça c'était quand même une anecdote que je trouvais relativement intéressante de voir un petit peu c'était quoi l'approche des deux acteurs qui n'est pas la même approche quelque part. Cela étant dit, Hayden Christensen a dit qu'il allait revenir en Dark Vador. Évidemment, il revient dans la série Ashoka Tano, qui va s'appeler Ashoka. On lui a demandé s'il allait avoir éventuellement un spin-off, parce qu'on l'aurait peut-être vu en négociation avec Lucasfilm sur l'histoire de Dark Vador, tout simplement. Donc, pareil, comme Obi-Wan Kenobi, une série télé avec éventuellement une seule saison sur Dark Vador. Il n'a pas confirmé, il n'a pas infirmé, il a dit qu'il ne pouvait pas en parler. Donc, à suivre. Les Inquisiteurs, on en voit 3, hein, me semble-t-il, de mémoire, dans Obi-Wan Kenobi. Il faut te dire qu'ils sont 10, en fait, au total. Certains ont été utilisés par Dave Filoni au niveau des animés, mais en fait, il y en a d'autres aussi qu'on ne voit pas dans les animés et que tu verras, que tu vois apparaître dans les comic books. Quand même aussi assez intéressant. On va rebondir et terminer maintenant sur qu'est-ce qui se passe au niveau de Star Wars exactement dans le futur. Donc voilà maintenant les dernières nouvelles par rapport à Star Wars. Qu'est-ce qui va sortir? Donc on attend en fait en 2023 la série Ashoka qui va reprendre l'histoire d'Ashoka Tano qu'on a déjà vu dans d'autres séries, qu'on a vu évidemment dans Mandalorian notamment. Donc quand même assez intéressant avec Rosario Dawson qui reprend son rôle. J'ai très hâte de voir cette série-là. Hayden Christensen reprend son rôle en tant que Dark Vador, donc on le verra dans Ashoka, c'est confirmé. Mandalorian, saison 3 et 4, hein, ils ont re-signé pour 2 autres saisons, saison 3 en 2023 également. Une saison 4 est prévue par la suite. À noter d'ailleurs qu'il y avait un épisode de Boba Fett qui était entièrement consacré à Mandalorian, où on voit qu'est-ce que le Mandalorian va devenir finalement dans la saison 3, et à savoir aussi que Boba Fett commence à la fin de la saison 2 de Mandalorian. Donc il y a réellement une suite en arrière qui s'effectue. En ce moment, il y a une télésérie qui serait un peu comment dire, je te dirais, ils essayent de la faire, mais ils sont pas sûrs, qui va s'appeler Lando, sur Lando Calrissian. Donc tu sais que dans Star Wars Solo et Star Wars Story, c'était Donald Glover qui jouait le rôle du jeune Lando Calrissian. Il aurait été approché pour reprendre son rôle dans une série télé, mais pour le moment on ne sait pas d'abord s'il a accepté, si ça va se faire. C'est en pourparlers, je te dirais, au niveau de la production. Ils sont en train de se demander et de se décider s'ils vont le faire ou pas. C'est sûr que s'il accepte, je pense que ça va, ou s'il refuse, ça va peser lourd sur la décision en bout de ligne. Une série télé aussi quand même assez attendue, surtout de voir qu'est-ce que ça va donner. C'est une série qui s'appelle The Acolyte. Alors c'est la créatrice de la série télé Russian Doll qui s'appelle Leslie Headland, qui va être en arrière de ce projet-là. C'est un thriller en fait qui va se passer 100 ans avant la menace fantôme, donc l'épisode 1, c'est quand même quelque chose, pendant la High Republic, la Haute République, et pas l'ancienne République, de Old Republic. Old Republic c'est encore plus en avant si tu as joué au jeu SWTOR, Star Wars de Old Republic, ou KOTOR, Knight of the Old Republic, hein, qui sont des jeux quand même assez classiques pour les gamers. Très belle histoire dans ces jeux-là. Donc là, c'est la Haute République, 100 ans avant. C'est une sorte de thriller un peu noir, comme ça, dark,
qu'on va voir éventuellement se passer. Donc on parle réellement d'un thriller. Il va y avoir aussi Andor, la série Andor. Alors Andor, c'est quoi? C'est une préquelle en fait à Rogue One, hein, si tu as vu le film Rogue One, qui va se passer, qui va comment dire, centré autour du personnage de Cassian Andor qu'on voyait dans Rogue One. Donc c'est comment lui, il a pu, entre autres, faire partie des rebelles et comment les rebelles se sont formés exactement. La série, donc Diego Luna, qui était le personnage qui jouait, l'acteur qui jouait Cassian Andor, va reprendre son rôle. La série est prévue pour le 31 août 2022 et elle est composée de 12 épisodes. Donc si jamais ça t'intéresse, ça sera peut-être à suivre. Tout n'est pas bon hein, dans les Star Wars, comme j'ai dit tout à l'heure. Au niveau des films, on attend toujours Rian Johnson qui, soi-disant, sera en train de travailler sur cette nouvelle trilogie. Mais cette fois, on n'est plus du tout dans le Skywalker Universe, hein, entre Anakin et Luke, et etc. Donc on sort complètement de cet univers-là et on irait justement sur la Old Republic, dans la vieille République, avec des nouveaux personnages, des nouvelles intrigues. Ce qui pourrait être intéressant, attention à ne pas manquer parce que l'épisode 8 n'était pas nécessairement super réussi et c'était Rian Johnson qui était en arrière de ça. Taika Waititi aussi serait toujours apparemment en arrière quelque part d'un film solo Star Wars Story, donc un film unique comme ça qui verrait le jour probablement à un moment donné. Mais bon, il devait être en arrière d'Akira, ça avait soi-disant commencé, finalement ça avait été mis de côté pour Thor Love and Thunder. On ne sait pas ce qui va se passer avec Akira. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Je pense que pour Star Wars, c'est un petit peu la même idée en ce qui concerne Taika Waititi. Donc c'est ça, les dernières nouvelles par rapport à l'univers Star Wars. Tu vois effectivement qu'il va y avoir en fait une série par année. Je pense que Mandalorian saison 3, ils l'ont prévu pour 2023, 2024, 2024 je pense. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je suis plus sûr exactement. Donc on est réellement, j'avais regardé une série par année qui est censée sortir. Donc en live action, hein, j'entends pas en série animée, parce qu'il y a aussi des séries animées qui vont sortir, comme Tale of the Jedi, par exemple, si je me souviens bien, qui va reprendre la jeunesse d'un personnage par épisode. Donc on parle de Qui-Gon Jinn, Count Dooku, par exemple, mais ça c'est en animé. Et à savoir d'ailleurs que Liam Neeson a confirmé qu'il refaisait la voix de Qui-Gon Jinn pour cet animé-là. C'est une autre parenthèse, ça m'est revenu en fait. Je terminerai là-dessus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo sur Obi-Wan Kenobi, une série Star Wars à ne pas manquer. Pour moi, c'est une série culte, définitivement une série culte à plein de niveaux, notamment au niveau, comme je l'ai dit, de la scénarisation, de la réalisation du jeu d'acteur. La scénarisation, pour moi, est impeccable. C'est juste impeccable. Il n'y a pas un épisode filler dedans, comme on dit, hein, qui va remplir un petit peu des cases. Non, non, ça suit l'histoire. Donc, je te conseille Obi-Wan, va le voir. Pour le moment, ils sont en pourparlers à savoir s'il va y avoir une saison 2. On ne le sait pas encore. Ewan McGregor a dit qu'il aimerait vraiment ça, qu'il y ait une saison 2. Moi aussi. On verra. Mais si c'est juste une série, ça me convient aussi parce que c'est très réussi. Là-dessus, on fait une petite conclusion. N'oublie pas de laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Des questions, des suggestions dans les commentaires ou ce que tu as pensé de Obi-Wan. Le podcast, tu trouveras le lien dans la description. Tu l'écoutes si tu veux ou pas. Et qu'est-ce qu'on se dit? On se retrouve. Il y a aussi tout. À la voyure. À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Bye. T'es en deux, là? Il t'est coupé en deux. Ça doit faire mal au dos, non? Non. J'aurais dû te sortir une petite chaise. Ouais, mais c'est parce que j'ai peur d'être trop gros et qu'on me voit plus. C'est pas faux. Bye. Bye.